la loi de 2016 a instauré une règle de prescription qui n'existait pas avant. Avant, on pouvait aller poursuivre disciplinairement un agent, y compris 10 ans après les faits. Tout ça ne posait a priori pas trop de problèmes, même si parfois le juge se posait quand même la question de savoir pourquoi on avait attendu tellement longtemps. Et puis plus récemment, c'est bien sûr l'ensemble des contentieux sur le droit de se taire et surtout l'obligation pour l'administration de dire aux intéressés qu'ils ont le droit de se taire quand ils sont poursuivis disciplinairement, qui montre bien qu'on est dans une logique qui relève, je dirais, du classique du procès pénal, plus que le droit disciplinaire classique qui, tout en bien évidemment préservant les droits de la défense de l'intéressé, eh bien, aboutissait quand même à, je dirais, encadrer les dites garanties au nom d'un principe du pouvoir hiérarchique qui devait pouvoir sévir chaque fois qu'il estimait que c'était justifié. Euh, c'est un droit qui est aussi très sensible parce que, d'abord, pour certaines affaires un peu concernant des agents qui bénéficient d'une forme d'exposition médiatique, euh, eh bien, je dirais, les éventuelles retombées publiques de sites de procédure existent. Et puis, bien évidemment, il y a une dimension aussi sociale, c'est-à-dire dans le fonctionnement des collectivités et dans la gestion de leur personnel. Bien évidemment, certaines actions disciplinaires peuvent susciter un émoi de nature à troubler la paix sociale. Raison de plus pour que, bien évidemment, on soit très attentif dans la conduite de la procédure, d'une part, dans la question du bon ciblage entre les faits reprochés à l'agent et la sanction qui lui est infligée d'autre part, donc une bonne adéquation entre ces deux éléments, d'où le point de la nécessité de veiller à ces deux dimensions du droit disciplinaire. Et je sais que ce matin, Jennifer Riffard et Pauline Armand, qui sont toutes les deux à ma droite, ne manqueront pas d'alerter votre attention et de susciter votre vigilance sur l'ensemble de ces points. Merci Gilles. On va, avant d'évoquer donc le sujet de cette matinale, quelques règles d'organisation. Alors avec Pauline, on va faire une présentation effectivement sur la thématique. Et puis à la fin de notre présentation, vous aurez bien évidemment la possibilité de poser vos questions. Alors soit à l'écrit via Teams pour ceux qui sont en distanciel, soit on pourra aussi ouvrir au micro si vous demandez la parole à ce moment-là pour échanger oralement. Alors sur la thématique d'aujourd'hui, la procédure disciplinaire, on s'est attaché vraiment. Alors on ne parle pas de l'avant-procédure disciplinaire, la suspension, on l'a mis de côté parce que sinon, sur le temps qu'on avait imparti ce matin, on ne pouvait pas tout aborder. Mais c'est vraiment essayer d'être un peu pratique, vous dire, voilà, vous avez une situation problématique au sein de votre collectivité, vous voulez engager une procédure, voilà à quoi il faut penser avant l'engagement de la procédure, au moment de l'engagement de la procédure, en cours de procédure, jusqu'à la prise de la décision. On va voir du coup en 4 étapes un petit peu quels sont les points de vigilance à avoir pour qu'in fine, la procédure que vous avez menée soit régulière et qu'on n'ait pas, voilà, qu'on sécurise au maximum la sanction qui est prise à l'issue de la procédure. Donc, les quatre thématiques qu'on va aborder, comme je vous l'ai dit, donc le préalable à l'engagement de la procédure, le moment vraiment où on engage la procédure en tant que telle, et puis ensuite le prononcé de la sanction. Alors, le premier point, les préalables à l'engagement de la procédure disciplinaire, on a 3 temps. Premier temps, effectivement, on est face à une problématique, identifier les faits qui sont fautifs. Donc, c'est pour moi le premier élément à faire. On a tout un tas de comportements qu'on constate et il faut d'une part les qualifier. Premièrement, les qualifier pour savoir si c'est vraiment ou non des faits fautifs. Donc, le point sur lequel on alerte souvent les collectivités, c'est de bien distinguer sur les comportements problématiques, ceux qui relèvent de vraiment la faute professionnelle, c'est-à-dire je méconnais une obligation qui s'impose à moi parce que je suis agent public, et les difficultés qui ne relèvent pas de la faute disciplinaire, mais qui relèvent d'un comportement d'insuffisance professionnelle, que ce soit relationnel, le fait de ne pas s'intégrer à une équipe, de ne pas respecter correctement la hiérarchie, ou de ne pas techniquement être à la hauteur des missions qui nous sont confiées, où là on n'est pas sur du disciplinaire de la faute, mais on est sur de l'insuffisance professionnelle. Donc vraiment, quand on est face à une situation qui pose difficulté, premier point, je qualifie le comportement de l'agent que j'ai en face de moi. Les fautes, bon, c'est assez classique, hein, on n'a pas fait une liste exhaustive parce qu'elles peuvent être beaucoup plus nombreuses que ça, mais quand on est un agent public, on doit respecter un certain nombre d'obligations et de devoirs, devoir d'obéissance, respecter l'autorité hiérarchique, devoir de probité, dignité, obligation de réserve, de discrétion, pour en ajouter d'autres.
notamment l'obligation de se consacrer à ses fonctions, de ne pas faire un cumul d'activités qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas permis par le statut. Donc, toutes ces obligations-là, si elles ne sont pas respectées, effectivement, les agissements sont fautifs et on peut engager des procédures et les sanctionner. Ces agissements-là, bien souvent, ils sont commis dans l'exercice des fonctions, donc, au sein du service, mais on peut avoir aussi l'hypothèse d'agissements qui sont fautifs alors qu'ils sont commis en dehors de l'exercice des fonctions. Et ici, merci Gilles, ils sont fautifs en général s'ils portent atteinte à l'image de la collectivité ou à la réputation de l'administration, ou si ils portent atteinte à la dignité de vos fonctions, donc ils rendent vraiment impossible la poursuite des fonctions au regard des fautes qui sont commises. Souvent, quand on est en dehors de l'exercice des fonctions, on se rend compte que les fautes qui sont commises sont des fautes qui engendrent des poursuites pénales. Donc ici, nous, bien souvent, on intervient pour nos clients pour justement prendre attache avec les services compétents, le procureur de la République en premier lieu, pour avoir des éléments, savoir où en sont les procédures, essayer de recueillir des éléments de preuve pour ensuite pouvoir ou non engager des procédures disciplinaires. Donc nous, on peut faire le relais sur ce point-là vis-à-vis des autorités judiciaires quand on sait, vous savez, parce qu'un agent est en détention ou parce que d'une façon ou d'une autre, vous savez qu'il a une procédure pénale en cours. On peut faire le relais pour essayer de se procurer des éléments et ensuite déterminer est-ce que ces agissements-là commis dans la sphère privée peuvent justifier une procédure disciplinaire ou quelle décision je dois prendre vis-à-vis de cet agent-là qui, de fait, ne peut pas exercer ses fonctions parce qu'il est en détention ou qui, pour moi, a commis des faits qui font qu'au regard des fonctions qu'il exerce au sein de ma collectivité, ne pourra plus les exercer. Donc voilà pour les différents types de fautes. Ensuite, je reviens un peu à ce que disait Gilles tout à l'heure sur la question de la prescription. Effectivement, avant, jusqu'à la loi déontologie de 2016, on n'avait pas de délai imposé par les textes pour engager une procédure. On n'avait pas de délai de prescription. Donc, depuis cette date-là, on a un délai de 3 ans qui court à compter du jour, non pas où les fautes ont été commises, mais du jour où l'administration a eu connaissance des faits fautifs. À compter de cette date-là où vous avez connaissance des faits fautifs, vous avez 3 ans, non pas pour prononcer la sanction, mais pour engager les poursuites disciplinaires contre l'agent. Et j'insiste bien sur le fait que c'est le seul délai qui s'impose à l'administration parce que souvent on a la question de savoir quand je suspends un agent, est-ce que à partir du moment où je prends la décision de suspension, ma procédure disciplinaire est enfermée ou non dans un délai? Eh bien la réponse c'est non. La suspension en tant que telle, normalement elle ne doit pas excéder 4 mois, sauf hypothèse de poursuite pénale. Mais par contre, ma procédure disciplinaire, même si je suspends un agent en instant T et que j'engage des poursuites, je le sanctionne plusieurs mois après, ce n'est pas ça qui va entacher d'irrégularité ma procédure disciplinaire. Donc vraiment, le seul délai à respecter, c'est ce délai de 3 ans. Délai de 3 ans qui peut être interrompu lorsque justement l'agent fait l'objet de poursuites pénales. Donc s'il y a des poursuites pénales, le délai de 3 ans, il est interrompu jusqu'à la décision qui est prise à l'issue de cette procédure, donc soit classement sans suite, non-lieu, acquittement, relax ou condamnation. Donc ça, c'est la seule cause d'interruption du délai de prescription. Et puis, autre précision qu'on apporte ici, il s'agit de faire une distinction entre les faits fautifs que j'invoque pour engager ma procédure et ensuite qui vont justifier ma sanction, qui eux sont soumis au délai de prescription de 3 ans, et éventuellement des faits fautifs qui seraient prescrits. Donc l'agent a commis des fautes, on est en 2024, il a commis des fautes en 2018, je n'ai pas engagé de procédure, il a commis une nouvelle faute en 2022, j'engage une procédure pour ces faits-là. Ce que je peux faire, c'est que les faits de 2018 ne peuvent pas être des fautes que j'évoque pour engager ma procédure et pour sanctionner l'agent, mais par contre, je peux les invoquer à titre d'éléments qui vont être pris en compte au regard du comportement de l'agent par le juge après pour apprécier la proportionnalité de la faute avec la sanction. Au-delà de la faute elle-même, il y a plein d'éléments, de critères qui sont pris en compte par le juge pour apprécier la proportionnalité d'une sanction à une faute, notamment son comportement général. Et à ce titre-là, on peut évoquer des problématiques au titre de sa manière de servir, mais aussi des faits qui pourraient être considérés comme des fautes, mais que je ne peux plus poursuivre parce qu'ils sont prescrits. Je peux néanmoins, dans le cadre de la procédure, assez indirectement les invoquer pour ensuite pouvoir justifier une sanction plus importante. Mais ce ne sera pas vraiment les fautes en tant que telles que je sanctionnerai. Alors, une fois que j'ai identifié, première étape, j'ai identifié mes faits fautifs. Avant d'engager ma procédure, ce qui est vraiment fondamental, c'est de pouvoir prouver ces fautes. Parce qu'en fait, si je sais d'une façon ou d'une autre qu'un agent a commis des fautes, mais que je ne suis pas en mesure de les établir, de prouver leur matérialité,
eh bien ma procédure, elle ne sera pas mise en œuvre correctement et ma sanction, elle pourra être contestée. Donc c'est vraiment important, une fois que j'ai identifié les fautes, de pouvoir prendre un temps, de ne pas se précipiter à engager une procédure disciplinaire, mais de prendre le temps de constituer un dossier, d'établir la réalité de chaque agissement que je vais ensuite reprocher à l'agent dans le cadre de ma procédure. Ça, c'est vraiment parfois une étape sur laquelle les collectivités vont passer un peu vite parce que elles considèrent qu'il ne faut pas laisser passer les agissements, qu'il faut engager la procédure, qu'il faut sanctionner. Mais si je ne prends pas ce temps-là en amont de réunir les éléments, de constituer un dossier, je ne peux pas rattraper le coup après. Donc en fait, ma procédure, elle sera contestable et la sanction pourra être annulée. Donc en droit administratif, comme dans toutes les matières, pas qu'en fonction publique, mais en droit administratif de façon générale, le principe, c'est celui de la liberté de la preuve. Donc ça veut dire que tout écrit que vous pourrez réunir dans un dossier, donc des courriers, des mails, des attestations, des témoignages, peu importe, des photographies, tous ces éléments-là vont valoir preuve. Il n'y a pas de limite sur le support qui peut être produit dans un rapport disciplinaire ou dans un contentieux pour établir des faits fautifs. Donc, tous ces éléments-là peuvent valoir preuve. Et puis, on en parlait avant de commencer la matinale, la possibilité qui se développe de plus en plus aujourd'hui de mener des enquêtes. On a connaissance de faits, mais on n'a que des paroles, on n'a pas vraiment de preuves matérielles. Ça concerne tout un service, ça concerne plusieurs agents, peu importe. Il y a plein de contextes différents qui peuvent nous amener à dire que ici, j'ai intérêt à engager une enquête, soit que je fais en interne, soit que j'externalise. Et ça, c'est effectivement un process qui se développe de plus en plus. Et du coup, on verra juste après en jurisprudence. Maintenant, le juge a été amené à se prononcer sur quand j'ai engagé l'enquête et que je mène une procédure disciplinaire à la suite de cette enquête, eh bien, à quoi l'agent a accès comme document qui a été établi dans le cadre de cette enquête. Donc ça, c'est un point maintenant qui est bien précisé par le juge administratif et on y reviendra par la suite. Deuxième slide sur la preuve des faits fautifs, c'est le principe à retenir, qui est le principe de la loyauté de la preuve. Je vous ai dit que tout support écrit permet de prouver les faits fautifs. Il y a quand même une limite que le juge nous rappelle de temps en temps quand il est saisi de cette question-là, c'est que toutes les preuves que je produis, je dois les avoir obtenues de façon loyale. C'est un principe vraiment à avoir à l'esprit, à respecter. L'incidence du non-respect de ce principe-là, ça ne met pas en cause la régularité de ma procédure en tant que telle. Donc, c'est pas parce que j'ai produit une preuve obtenue de façon déloyale que ma procédure tombe. Simplement, si j'ai un contentieux, le juge va écarter cette preuve-là. Donc, j'ai obtenu un élément de preuve parmi tant d'autres qui a été obtenu déloyalement. Le juge, il ne va pas tenir compte de cet élément de preuve-là. Et il va donc soit annuler la sanction si du coup les faits ne sont pas établis par d'autres preuves, soit finalement ça n'aura pas d'incidence parce que par ailleurs dans le dossier j'aurai d'autres pièces qui établiront les fautes que je reproche à mon agent. Sur ce principe-là de loyauté de la preuve, donc on a quelques jurisprudences qui nous posent ce principe-là. Et puis, en pratique, on a quelques cas qui sont venus nous préciser dans quelle hypothèse on peut avoir une preuve obtenue de façon déloyale ou non. Donc, on a des jurisprudences sur des recours à des détectives privés dans lesquels on nous a dit que ce n'était pas un procédé déloyal. Notamment, on relève l'hypothèse dans laquelle on a fait appel à un détective privé parce qu'on suspectait un agent d'exercer une activité privée en dehors de ses fonctions publiques. Et dans la jurisprudence, on nous dit, si le détective privé il a fait simplement des constats en étant dans des lieux ouverts au public, voilà, en constatant une activité d'un agent, mais sans être dans un lieu privé, il n'y a pas de déloyauté de la preuve. De même, utilisation d'images de vidéosurveillance, des vidéosurveillances qui sont dans le lieu de travail, qui ont été installées régulièrement ou qui sont sur la voie publique et qui nous permettent de constater des comportements répréhensibles, la preuve est obtenue de façon loyale. On a une autre hypothèse. Moi, j'ai ce sujet-là dans le cadre d'un contentieux actuellement, d'un agent qui est poursuivi pénalement. Le procureur nous a transmis des éléments, notamment la décision de mise en examen, etc. Et l'agent nous oppose le fait qu'on aurait obtenu de façon déloyale ces éléments-là. Sauf qu'en fait, le procureur, aujourd'hui, dans le cadre des dispositions prévues par le Code de procédure pénale, a possibilité, dans certaines hypothèses, de transmettre ce type de documents aux administrations. Et en plus, nous, on a sollicité justement l'autorité compétente qui nous les a transmis. Donc, à mon sens, on n'a pas du tout obtenu ces preuves de façon déloyale. Donc, le principe de loyauté de la preuve, c'est un principe important, mais c'est vrai qu'en jurisprudence, on a peu d'hypothèses aujourd'hui de cas dans lesquels le juge a considéré effectivement que les preuves avaient été obtenues de façon déloyale, mais quand même, il faut penser à respecter, à se poser la question, en tout cas, quand vous obtenez des preuves, de bien les avoir obtenues de façon loyale. Dernier élément sur la preuve des faits fautifs. C'est la question de l'anonymisation des témoignages. On a aujourd'hui des jurisprudences de plus en plus précises sur ce sujet-là. Et à mon sens, qui interviennent parce qu'en fait, on a un peu
Une difficulté ici, c'est que souvent, notamment je pense à des hypothèses de dossiers de harcèlement, où on est face à des agents qui ne veulent pas forcément dénoncer le comportement de leurs collègues. Et on a une difficulté, c'est que, je vous l'ai dit, pour engager une procédure, il faut avoir des preuves, mais parfois, c'est difficile de recueillir ces preuves parce que voilà, les personnes ne veulent pas dénoncer leurs collègues et on a vraiment une difficulté à recueillir des éléments. Donc souvent, on engage des enquêtes, on fait des enquêtes par exemple, on auditionne des personnes, mais ces personnes ne veulent pas parler. Et finalement, ce que font les administrations, on le voit chez nos clients, parfois elles font des protocoles où elles organisent en amont la tenue des enquêtes et où elles s'engagent à ce que les témoignages restent anonymes. Donc ça, c'est un peu du coup délicat. Parce que parfois, ça peut nous mettre en difficulté derrière, parce que si on n'a que des témoignages anonymes, qu'on s'est engagé vis-à-vis des personnes auditionnées à laisser ces témoignages anonymes, ça peut vicier la procédure derrière si on ne peut pas lever l'anonymat de ces témoignages. Donc, ce que nous dit le juge aujourd'hui, c'est, premier point à retenir, c'est qu'on peut anonymiser les témoignages lorsque on est en mesure de démontrer que la communication de l'identité des témoins pourrait leur porter préjudice. On a quelques hypothèses dans lesquelles le juge admet que le fait de divulguer l'identité des témoins puisse leur porter préjudice. Souvent, c'est l'hypothèse de mineurs, par exemple, dans le domaine de l'éducation, des mineurs qui sont auditionnés sur des comportements de leurs enseignants, par exemple. Là, évidemment, on considère qu'il faut anonymiser leur témoignage, c'est bien admis. De même, des personnes subordonnées qui vont dénoncer des agissements de leurs supérieurs, on peut admettre aussi que l'anonymisation des témoignages est pertinente et se justifie. Donc, premier point, si vous anonymisez des témoignages, pardon, il faut pouvoir démontrer au cas par cas qu'il y avait un intérêt à le faire pour que la personne qui a été auditionnée ne soit pas lésée par la divulgation de son identité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, même si on était effectivement dans cette hypothèse-là où on pouvait anonymiser les témoignages, eh bien, il y a une balance des intérêts ici entre protéger le témoin et assurer le respect des droits de la défense. Et cette balance, elle se fait de quelle façon en jurisprudence? Elle se traduit comment? C'est par la possibilité pour la personne qui est poursuivie, malgré l'anonymisation des témoignages, de pouvoir se défendre. Donc en fait, de pouvoir comprendre ce qu'on lui reproche et de pouvoir apporter des éléments, des arguments en face pour contrer les témoignages, s'expliquer, etc. Donc, le principe, ce serait dans l'idéal de ne pas produire que des témoignages anonymes. On a une décision du Conseil d'État de 2023 qui avait annulé une procédure en considérant qu'on ne pouvait pas se fonder à 100% sur des témoignages anonymes. Et puis, de façon générale, la jurisprudence nous dit, bon, les témoignages anonymes, ok, mais il faut que ces témoignages-là soient suffisamment précis, circonstanciés pour que l'agent comprenne, en les lisant, ce qui lui est vraiment reproché et qu'il puisse faire des observations sur ces témoignages. Donc, il faut retenir, c'est on peut anonymiser s'il y a un risque de porter préjudice aux témoins, mais il faut quand même que les témoignages soient étayés et puis qu'on ait, dans la mesure du possible, pas que des témoignages anonymes pour ne pas fragiliser notre procédure. Ça, c'est important. Et puis, le juge est de plus en plus, aujourd'hui, on voit notamment, on en parlera tout à l'heure avec le droit de se taire, d'autres droits qui émergent. À mon sens, le juge est quand même aujourd'hui très protecteur des droits de la défense. Donc, il faut vraiment se poser des questions pour ne pas vicier notre procédure sur des sujets comme cela. Vraiment se poser la question en amont pour être sûr qu'on ne fragilise pas la procédure en anonymisant les témoignages. Alors, une fois qu'on a identifié les fautes, qu'on a établi le dossier, maintenant, on est sur vraiment l'étape qui précède vraiment l'engagement de la procédure, la constitution du dossier. Donc, c'est que je réunis tous les éléments de preuve que j'ai récupérés dans le cadre de mon enquête ou de mes démarches préalables et je verse tous ces éléments-là au dossier de l'agent au moment d'engager ma procédure. Là se pose la question, donc, qu'on a évoquée tout à l'heure, de quels sont les éléments que je dois obligatoirement transmettre à l'agent si j'ai fait une enquête administrative avant d'engager ma procédure. Et là, on a des jurisprudences aujourd'hui de plus en plus nombreuses et précises sur ce sujet-là, qui nous indiquent deux choses. D'une part, je dois transmettre à l'agent le rapport d'enquête, mais je ne dois pas me contenter de transmettre le rapport d'enquête, je dois aussi transmettre les PV d'audition. Bien sûr, quand ils ont été établis. Parfois, on a des enquêtes où on ne fait pas de PV d'audition, de plus en plus rare. Mais voilà, pour transmettre les PV d'audition, il faut qu'ils aient été effectivement établis. Si on ne transmet pas tous ces éléments-là, la procédure est viciée. Sur ce point-là, précision, pour que la procédure soit viciée, parce que je n'ai pas transmis les PV d'audition, le juge nous dit encore faut-il que l'agent ait, dans le cadre de la procédure disciplinaire, demandé la communication des PV d'audition. Donc ça veut dire que je ne suis pas moi spontanément obligé de les lui communiquer, mais il faut que je lui ai communiqué des éléments qui lui permettent de savoir que ces PV d'audition existent et que donc lui laisser la possibilité d'en demander la communication. Et c'est à ce moment-là, s'il n'a pas demandé la communication de ses PV d'audition, ou si je ne lui ai pas donné suffisamment d'informations pour qu'il sache qu'il y avait par exemple, monsieur X, monsieur Y qui avaient été auditionnés, dans ces hypothèses-là, la procédure pourra être viciée. Donc, vous avez finalement deux hypothèses quand vous engagez une procédure disciplinaire suite à une enquête. Soit vous transmettez tout à l'agent, c'est-à-dire le rapport d'enquête avec tous les PV d'audition,
qu'il soit favorable à l'agent, entre guillemets, ou qu'il lui soit défavorable parce qu'il vous permet d'établir les fautes. Première hypothèse, à ce moment-là, il n'y aura pas de sujet de risque d'irrégularité. Soit vous lui transmettez uniquement le rapport d'enquête et les PV d'audition qui établissent des fautes, en vous disant, bah, moi, les autres PV d'audition, ils ne me servent à rien, entre guillemets, parce qu'ils n'établissent pas de faute, donc je ne les produis pas. Mais par contre, dans ce cadre-là, il faudra lui donner la liste des personnes auditionnées pour lui laisser la possibilité de demander la communication des autres PV d'audition. Parce que si vous ne le faites pas, là, on tombe sur l'hypothèse dans laquelle la procédure est viciée. L'exception, et j'en parle à la fin, parce que pour moi, c'est vraiment une exception qui est rarement admise à ce jour par la jurisprudence, c'est tout à l'heure pour les témoignages anonymes, on disait on peut les anonymiser s'il y a un risque de porter préjudice aux témoins. Ici, on peut on peut refuser de transmettre des PV d'audition s'il y a un risque de porter gravement préjudice aux témoins en transmettant ces PV d'audition. Et ici, la jurisprudence est quasiment, aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'hypothèse dans lesquelles le juge a admis le refus de transmettre les PV d'audition en invoquant un risque grave de préjudice porté aux témoins. Donc, quand on fait une enquête, pour moi, le conseil, c'est de laisser la possibilité à l'agent d'obtenir tous les PV d'audition, au besoin anonymisés, mais vraiment s'opposer à la transmission de PV d'audition en évoquant le risque de préjudice grave, c'est vraiment prendre un risque important sur la régularité de la procédure disciplinaire. Voilà sur ces préalables. Je vais laisser la parole à Pauline pour la suite sur l'engagement de la procédure. Peut-être il y a des questions sur cette première étape. Je sais pas. J'ai pas vu de questions dans la conversation. On verra peut-être pendant les questions à la fin. Comme ça. Donc, une fois que vous avez donc identifié les faits, prouvé les faits, constitué votre dossier, là, il faut commencer, il faut démarrer officiellement la procédure disciplinaire. Donc, cette procédure disciplinaire, elle va être déclenchée, engagée par le courrier que vous allez adresser à votre agent pour l'informer que justement, une procédure disciplinaire va être engagée à son encontre et qu'une sanction est envisagée contre lui. Ce courrier, c'est l'étape clé et il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui doivent être mentionnées dans ce courrier pour s'assurer, encore une fois, que la procédure est régulière et surtout que l'agent est informé de ses droits et que du coup, il va pouvoir en faire usage le cas échéant. Donc, ce courrier, il commence par un exposé précis et détaillé des faits fautifs qui lui sont reprochés. Lorsqu'on a une saisine du conseil de discipline, nous, notre conseil, c'est en général de joindre le rapport de saisine du conseil de discipline. Même s'il y a des centres de gestion qui préfèrent adresser de leur côté le rapport de saisine du conseil de discipline, nous, notre conseil, c'est vraiment, même si on a un centre de gestion qui gère le secrétariat du conseil de discipline et qui gère toute la procédure disciplinaire une fois qu'on a saisi le conseil de discipline, c'est vraiment de joindre ce rapport. Comme ça évite tout débat sur est-ce qu'on avait donné suffisamment d'informations à l'agent. La collectivité a la main mise, a le contrôle et elle sait qu'elle a informé son agent des faits qui lui sont reprochés. Si on n'a pas dans une procédure qui nécessite la saisine du conseil de discipline, on fait un exposé suffisamment détaillé pour que l'agent comprenne pourquoi on engage une procédure à son encontre et qui va lui permettre derrière de répondre et de donner de présenter sa défense. Dans ce courrier, il est également conseillé de mentionner le type de sanction qu'il a envisagé. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil parce que ça permet encore une fois de comprendre à l'agent la gravité de la situation et le cas échéant de se défendre plus utilement. Ensuite, dans ce courrier-là, il est important et fondamental de l'informer des droits dont il dispose. Le premier droit dont il dispose, c'est le droit à communication de son dossier. Donc, indépendamment du rapport de saisine du conseil de discipline, l'agent doit être informé qu'il a accès à son dossier administratif qui contient l'intégralité de sa carrière, à la fois les éléments disciplinaires, mais les autres éléments. Et donc, il doit être informé de ce droit et des modalités d'accès à ce droit. Donc, c'est-à-dire qu'en général, il faut mentionner, alors, soit directement lui donner un rendez-vous avec une heure de rendez-vous avec un lieu de consultation, soit l'informer qu'il peut contacter telle personne avec les coordonnées pour pouvoir justement fixer un rendez-vous en fonction de ses disponibilités et être sûr que là-dessus, ce soit vraiment l'agent qui soit à l'initiative. Ensuite, l'agent doit être informé du droit qu'il a d'être assisté par la personne de son choix. Tout au long de la procédure et à partir du moment où on engage cette procédure disciplinaire, il a le droit d'être assisté par la personne de son choix. Ça peut être un avocat, ça peut être un représentant syndical et ça peut être n'importe qui d'autre, un agent ou quelqu'un qui n'est pas agent de la collectivité, un membre de sa famille, un ami, peu importe. Et ça, c'est aussi à nouveau un droit dont il doit être informé parce que c'est fait partie des droits de la défense.
l'autre droit dont il doit être informé, c'est la possibilité qu'il a de présenter des observations orales ou écrites tout au long de la procédure. Donc, à partir du moment où il est informé de la procédure, des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à la veille de l'adoption de la sanction, pour qu'il puisse se défendre et, le cas échéant, soit éviter la sanction, soit en tout cas obtenir une réduction de la sanction. Et le dernier droit qui a beaucoup fait parler de lui depuis plusieurs mois, c'est le droit de se taire. Aujourd'hui, la jurisprudence je considère que dès lors qu'on est sur une mesure qui présente le caractère d'une sanction, d'une punition, l'agent doit être informé. Alors, pas seulement du droit qu'il a de présenter des observations orales ou écrites, mais aussi du droit de se taire. Et ça, c'est une étape importante puisqu'elle doit intervenir dès le début donc, de l'engagement de la procédure disciplinaire. Ce droit de se taire, aujourd'hui, alors il y a une jurisprudence récente qui est sortie, je crois, hier sur l'insuffisance professionnelle. Donc, ce droit de se taire ne s'applique pas lorsqu'on est sur une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Et après, toute la question aussi qui va se poser, c'est ce droit de se taire, certes, il s'impose en cas de procédure disciplinaire, mais est-ce qu'il s'impose également dans le cadre de l'enquête administrative qui va permettre de conduire à la procédure disciplinaire. Donc, a priori, aujourd'hui, on est plutôt, voilà, on a une décision qui a tendance à considérer que non, puisqu'on n'est pas encore dans l'étape de procédure disciplinaire, mais il faut quand même être vigilant là-dessus parce que du coup, la jurisprudence évolue très vite et ça pourrait fragiliser des procédures disciplinaires comme ça a été le cas pour le droit de se taire reconnu récemment. Ce courrier, donc, qui informe l'agent des faits reprochés, de la sanction envisagée et des droits dont il dispose, doit lui être adressé, alors, soit par lettre RAR, ce qui permet d'avoir la preuve de la notification sans débat, soit par remise en main propre ou par tout autre moyen qui va permettre de prouver la notification. Vraiment, l'idée, c'est ici de prouver qu'on a bien informé l'agent de tous les faits fautifs, de la sanction et de ses droits. Donc, ce n'est pas une question, le mode de notification n'est pas une formalité procédurale. Enfin, en tout cas, peu importe le mode de notification, ce serait vraiment la question de est-ce que je suis en mesure d'établir que j'ai bien informé et à quelle date j'ai informé mon agent de l'engagement de la procédure disciplinaire. Ensuite, il faut veiller à ce qu'un délai suffisant, un délai raisonnable soit respecté entre le moment où j'informe mon agent qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et alors soit la séance du conseil de discipline, si le conseil de discipline est saisi, et le prononcé de la sanction si le conseil de discipline n'est pas saisi. Vraiment, il faut que l'agent, entre le moment où il est informé de l'engagement de la procédure et le moment où en fait on va prononcer une sanction contre lui ou qu'on va, avant de prononcer la sanction, réunir le conseil de discipline, il doit avoir eu le temps de prendre connaissance de son dossier, du rapport de saisine, des faits qui lui sont reposés et avoir eu le temps de présenter sa défense, que ce soit par des observations orales ou par des observations écrites. Donc, si vous ne laissez pas un temps suffisant, à nouveau, on va considérer que la procédure va être viciée parce que l'agent n'aura pas eu le temps de se défendre et donc, du coup, de démontrer que peut-être que l'administration a fait une mauvaise lecture des éléments dont elle dispose ou de faire valoir des éléments qui pourraient être des genres de circonstances atténuantes et qui pourraient expliquer pourquoi l'agent s'est comporté de telle manière. Et dans tous les cas, si on a une saisine du conseil de discipline, les textes imposent un délai minimum de 15 jours. Donc, en général, les centres de gestion respectent bien. Mais quand c'est votre conseil de discipline, effectivement, il vous appartient aussi à vous de veiller dans cette procédure. Et s'il n'y a pas de saisine du conseil de discipline, on estime qu'un délai de minimum 10 jours est raisonnable et doit être à minima respecté entre le moment où je notifie le courrier d'information à mon agent et le moment où je prononce la sanction. Sauf si, par exemple, on a des circonstances particulières. Mais ça, vraiment, la jurisprudence aujourd'hui a dû le reconnaître très, très rarement. Pour ce qui est de la communication du dossier, il faut bien avoir conscience que c'est vraiment un droit dont dispose l'agent. Ce n'est pas une obligation, il n'est pas tenu d'aller demander la communication de son dossier. Donc, la seule obligation qui s'impose à la collectivité, c'est vraiment de l'informer de la possibilité d'avoir accès à son dossier et des modalités pour avoir accès à son dossier. En revanche, si l'agent n'use pas de cette faculté, il n'y a pas de vice dans la procédure. Si l'agent use de la faculté, mais qu'on l'interdit d'avoir accès ou qu'on lui donne un accès trop tardif la veille de la prise de la sanction, là, on vicie la procédure.
La consultation en général se fait au siège de l'autorité territoriale. Elle peut être faite par la personne elle-même ou assistée d'un ou plusieurs personnes de son choix ou carrément mandatée par une personne de son choix. Si le dossier administratif est géré de manière électronique, l'agent a le droit de recevoir la communication de ce dossier par mail ou par remise sur un support numérique ou sur un support papier. Et notre conseil, c'est toujours d'établir un PV de la consultation pour que, donc à l'issue de la consultation, on soit bien d'accord sur ce qui a été consulté, sur les documents auxquels l'agent a pu avoir accès. Qu'il en ait pris copie ou juste qu'il en ait pris connaissance, vous établissez un document, en fait, la liste des documents qui sont présents dans le dossier, qui lui sont communiqués, qui lui sont en tout cas portés à connaissance. Et ce document doit être daté et signé par l'agent pour qu'il n'y ait pas de débat ensuite, qu'on ne nous dise pas qu'on a rejeté un document, qu'on en a retiré un. Et ça permet à nouveau de purger une des irrégularités qui pourrait être invoquée dans le cadre de la procédure disciplinaire. Alors, je vais reprendre la parole pour la suite. Donc là, on a engagé la procédure disciplinaire, on a informé l'agent de la procédure et de ses droits, et maintenant, du coup, on entre vraiment dans la procédure disciplinaire. Donc, une première question, celle de l'obligation d'organiser ou non un entretien préalable, parce qu'on me la pose encore souvent aujourd'hui. Pour les fonctionnaires, on n'a aucune obligation, aucun texte qui nous impose d'engager, enfin de recevoir l'agent dans le cadre d'un entretien préalable. Ce n'est pas du tout prévu. Donc, il y a certaines collectivités qui ont cette pratique. Ça ne dissipe pas la procédure de le faire, bien sûr, mais on n'a aucune obligation à ce titre-là de recevoir l'agent dans le cadre d'un entretien avant l'engagement de la procédure ou en cours de procédure. Pour les contractuels, c'est un petit peu différent. Alors, sur la procédure disciplinaire en tant que telle, on n'a pas d'obligation de la même façon d'organiser un entretien préalable. Par contre, les dispositions du décret du 15 février 88 sur les agents contractuels prévoient l'obligation de recevoir l'agent en entretien préalable pour les procédures de licenciement. Donc, ça veut dire que si vous engagez en compte d'un contractuel une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle vous n'envisagez pas du tout son licenciement, mais une sanction bien inférieure, pas d'obligation de faire un entretien. Si vous envisagez le licenciement de l'agent dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de l'agent contractuel, là, on le convoque à un entretien préalable, comme on le ferait dans le cadre d'un licenciement pour un autre motif. Donc cette convocation, elle se fait de la même façon un peu que pour l'information sur la procédure disciplinaire par principe en lettre recommandée ou remise en empreinte de signature, ou par tout autre moyen qui vous permettrait effectivement de démontrer qu'il a bien reçu convocation. Et puis, la convocation va préciser expressément l'objet de la convocation, donc un entretien préalable à un licenciement pour faute, etc., la date, l'heure de la convocation et le lieu de la convocation. La procédure disciplinaire, donc quand j'envisage le licenciement de mon agent contractuel, je suis obligé de faire l'entretien préalable, mais en parallèle, comme pour une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire, j'ai la saisine du conseil de discipline quand j'envisage une faute supérieure à un certain niveau de sévérité, on verra ça après. Et pour les agents contractuels, donc ça veut dire qu'on a le conseil de discipline parfois et également l'entretien préalable. Et on a une disposition qui nous impose un ordre de passage, on va dire, pour simplement les agents qui ont des responsabilités syndicales. Donc, qui rentrent dans une des trois hypothèses qui est citée sur cette slide-là. Et bien, pour ces agents-là, l'entretien préalable doit nécessairement être postérieur au conseil de discipline. Donc, je saisis d'abord mon conseil de discipline et ensuite, je reçois l'agent en entretien pour les agents qui ont des responsabilités syndicales qui se manifestent donc par le fait qu'ils soient représentants au sein des organismes consultatifs. Donc là, ici, par exemple, la commission consultative paritaire, qu'il ait eu des autorisations spéciales d'absence pour motif syndical ou qu'il bénéficie d'une décharge d'activité d'au moins 20% de son temps de travail. Donc ça, c'est la seule disposition qui nous apporte une contrainte sur voilà, comment je gère l'entretien préalable et la saisine du conseil de discipline pour les contractuels. Sinon, pour les autres agents, on n'a pas de règles qui sont prévues. Et puis, pour cet entretien préalable, comme devant un conseil de discipline, hein, l'agent peut se faire accompagner par une personne de son choix et il doit être aussi du coup informé des motifs du licenciement qui est envisagé à son égard. Le conseil de discipline, donc comme je vous le disais, c'est simplement pour les sanctions les plus sévères, mais c'est quand même pour la majorité des sanctions, on va dire, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les contractuels, finalement, dès lors qu'on envisage une sanction supérieure à 3 jours d'exclusion, donc ça revient au deuxième, troisième ou quatrième groupe pour les fonctionnaires, on a l'obligation de saisir le conseil de discipline. Donc c'est la majorité quand même des procédures qui sont engagées, finalement, qui se retrouvent devant le conseil de discipline. Donc, le conseil de discipline doit être saisi par l'autorité compétente, donc le président du conseil de discipline, qui est toujours en cas magistrat du tribunal administratif. Donc ça, c'est la saisine en tant que telle de l'agent, la convocation de l'agent au conseil de discipline qui est faite par le président du conseil de discipline. Mais vous, collectivité, vous avez la responsabilité donc d'établir le rapport disciplinaire qui est remis à l'agent avec toutes ses annexes
qui fige la procédure. C'est-à-dire que dans le rapport disciplinaire, vous énoncez les fautes que vous reprochez à l'agent, vous annexez les preuves matérielles de ces fautes-là, et une fois que vous avez fait ce rapport et transmis ce rapport-là à l'agent, on ne pourra plus, du coup, ensuite lui reprocher d'autres fautes, notamment par exemple devant le conseil de discipline, on ne peut pas arriver avec d'autres pièces, lui dire bah, finalement, il y a aussi ce fait-là que je vous reproche. Ce qui veut dire que si, une fois que vous avez fait le rapport disciplinaire, vous avez connaissance d'autres faits qui étaient antérieurs, mais dont vous n'aviez pas connaissance, ou alors si l'agent commet d'autres agissements fautifs, bah, ce qu'il faut faire, c'est on met fin, on fait un courrier à l'agent en disant je mets fin à la procédure que j'avais engagée parce que j'ai connaissance d'autres faits, j'engage une nouvelle procédure. Et du coup, je complète mon rapport et je lui transmets un rapport complet avec toutes les fautes que je lui reproche. Du coup, j'ai un peu anticipé. Le rapport, effectivement, doit identifier précisément toutes les fautes qui font de la procédure. Et là, on insiste là-dessus parce que c'est vrai que nous, parfois, alors on peut intervenir en amont, on rédige les rapports disciplinaires, on peut intervenir une fois que le rapport est déjà établi, juste pour représenter la collectivité au conseil de discipline. Et puis, on peut intervenir aussi uniquement au moment du contentieux et pas être intervenu avant. Et on se rend compte que parfois, les rapports, on les lit et nous-mêmes, on a du mal à identifier vraiment quelles sont les fautes précisément reprochées à l'agent. Quels sont les éléments qui sont vraiment le support de la procédure. Donc, c'est vraiment important, quand on établit le rapport disciplinaire, de faire des parties dans ce rapport en disant voilà les fautes, une partie, les fautes reprochées à l'agent. Et là, on liste toutes les fautes qu'on reproche à l'agent de façon précise en les justifiant par des pièces produites en annexe du rapport. Donc, le rapport doit impérativement contenir la description précise des fautes et en annexe les pièces qui prouvent ces fautes. Ensuite, nous, notre conseil, parce que c'est ce qu'on fait quand on établit des rapports disciplinaires, c'est de ne pas se contenter de décrire les fautes. C'est d'évoquer aussi, de façon générale, la carrière de l'agent. Depuis quand est-ce qu'il est au sein de la collectivité, quel poste il occupe, quel est son grade quand c'est un fonctionnaire. D'évoquer son comportement général et sa manière de servir, bien sûr, surtout quand c'est plutôt négatif, parce que si c'est pour dire que l'agent est formidable et que de façon générale, il s'insère très bien dans la collectivité, qu'il travaille, que sa manière de servir est fabuleuse, bah, on ne va pas insister là-dessus. Mais si c'est négatif, bah, forcément, on va l'évoquer dans le rapport disciplinaire pour que les membres du conseil de discipline aient aussi ça à l'esprit au moment de se prononcer sur le niveau de sanction. Troisième point, qui est important selon les dossiers, c'est d'évoquer l'impact des agissements fautifs sur le service. Parce que selon les fautes qu'on va reprocher à un agent, ça peut avoir un impact sur ses collègues, sur sa hiérarchie, qui peuvent être un peu victimes de ces agissements. Ça peut avoir un impact sur le fonctionnement du service, sur les usagers. Donc ça, c'est important de l'évoquer dans le rapport parce que c'est un élément aggravant quand on va ensuite devoir justifier la sanction qu'on prononce. Et puis, alors ça c'est selon les dossiers, il faut se poser la question de savoir est-ce que je fais un peu du droit dans mon rapport disciplinaire? Parce qu'en fait, le conseil de discipline, bon, il est présidé par un magistrat, mais c'est pas, par définition, c'est pas des juristes qui sont au conseil de discipline et puis ils sont pas là pour se prononcer comme un juge. Eux, ils ont une appréciation un peu différente du dossier, au regard des faits qu'on leur présente, des éléments de contexte. Ils vont dire, bah voilà, moi je considère que ces agissements-là justifient telle ou telle sanction. Et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours du droit dans le sens où on ne va pas forcément toujours attirer l'attention du conseil de discipline sur quel type de sanction est reconnu, justifié par le juge administratif dans des espèces qui ressemblent un peu à celles qu'on présente dans le cadre du rapport disciplinaire. Mais parfois, ça peut avoir une vraie utilité parce qu'on se rend compte que nous, de façon générale, on s'aperçoit que le conseil de discipline souvent est bien moins sévère qu'un juge administratif. Et je pense que sur certains sujets, certaines thématiques, c'est important de dire au conseil de discipline, bah voilà les fautes qu'on reproche à l'agent. On vous dit quand même que face à ces fautes-là, le juge, par exemple, une révocation, il va considérer qu'elle est justifiée parce que des fois, les membres du conseil de discipline on prenne peut-être pas suffisamment de hauteur ou n'ont pas suffisamment conscience de la gravité des agissements qu'on porte à leur connaissance et c'est important sur des thématiques précises de peut-être faire un point un peu de la jurisprudence. Nous, on a un dossier en ce moment qu'on a traité pour une collectivité, pour un CCAS, de faits de violence commises par des agents qui travaillent dans un EHPAD vis-à-vis des résidents. Ici, sur ces thématiques-là, quand les agissements sont faits au préjudice des personnes qui sont vraiment vulnérables, le juge administratif, clairement, on voit que même pour un fait isolé, il va parfois valider des sanctions de révocation, des sanctions très sévères. Et dans des dossiers comme cela, c'est important, je pense, d'attirer l'attention des membres du conseil de discipline sur cette réalité qui est que les agissements, même s'ils sont isolés, même si par ailleurs l'agent il travaille très bien, eh bien, ça peut justifier des sanctions importantes et du coup, voilà, faire état de quelques jurisprudences dans un rapport disciplinaire, parfois, ça peut être important. Donc, ce rapport doit être, en tout état de cause, versé au dossier de l'agent, porté à sa connaissance. Et comme le disait Pauline tout à l'heure, notre conseil, c'est carrément de le transmettre à l'agent au moment où on engage la procédure. Comme ça, on n'a pas de débat sur est-ce qu'on a bien informé de l'agent des faits qui lui sont reprochés ou pas. Parce que quand on fait un rapport qui va faire 25 pages,
qu'on fait un courrier qui informe l'agent d'engagement de la procédure qui fait une page, bah, bien évidemment que dans ce courrier, on ne pourra pas, de façon précise et exhaustive, lister tous les faits qu'on lui reproche. Donc c'est important pour nous de le joindre immédiatement au courrier d'information de la procédure. Le conseil de discipline, donc la convocation relève effectivement du secrétariat du conseil de discipline. Donc elle est envoyée par le président, le secrétariat à l'agent et à l'administration, au moins 15 jours avant le début de la réunion. Sur cette question de délai, on se rend compte, on regarde la jurisprudence, que c'est très rarement ce qu'on appelle dantonisable, ce délai. C'est très rare que le juge administratif admette qu'un délai inférieur à 15 jours est suffisant pour permettre à l'agent de préparer sa défense. Donc c'est vraiment important de respecter ce délai de 15 jours. Et puis je précise sur ce point-là que c'est très important, on alerte souvent nos clients aussi là-dessus, alors ça relève du conseil de discipline, donc c'est pas vous directement, mais c'est important qu'il y ait une marge entre le moment où on envoie le courrier à l'agent et le moment où on a le conseil de discipline, parce que la règle, c'est que c'est un courrier en recommandé qu'on envoie à l'agent dans ce cadre-là. S'il n'est pas à son domicile le jour où on lui présente le pli, il a 15 jours pour le récupérer à la poste. S'il le récupère le 14e jour, par exemple, on voit que nos 15 jours, ils partent que à compter du jour où il a récupéré son pli. Donc c'est important d'avoir une certaine marge de manœuvre et de ne pas, en dernière limite, convoquer l'agent au conseil de discipline. Et puis, petite précision, si l'agent n'est pas à son domicile quand on lui présente le pli, qu'il ne va jamais récupérer le pli à la poste, ça ne bloque pas votre procédure. Là, on a des jurisprudences classiques là-dessus qui nous disent que dans ce cadre-là, l'agent est réputé avoir eu connaissance de la convocation le jour où il a été avisé par le facteur du passage à son domicile. Donc, si l'agent ne va jamais récupérer le pli, vous continuez quand même votre procédure. Bon, ce qu'on conseille quand même, c'est de l'informer par un autre moyen, de lui faire un mail, de l'appeler ou peu importe. Mais en tout cas, juridiquement, ça ne pourra pas vous être reproché et l'agent sera réputé avoir eu connaissance de la convocation. Les textes, donc ça c'est le décret de 89, prévoit un délai qui doit être respecté par le conseil de discipline pour se prononcer, faire sa réunion et rendre son avis à compter de la date à laquelle il est saisi. Donc le texte prévoit un délai de 2 mois à compter de la saisine, un délai de principe de 2 mois et un délai d'1 mois quand l'agent est suspendu. Donc deux précisions, c'est un délai à ma connaissance qui est quand même très très rarement respecté, pour ne pas dire jamais, et heureusement que le juge administratif a pris des décisions dans lesquelles il nous annonce que il n'y a pas de sanction en non-respect de ce délai. Ce non-respect de ce délai par le conseil de discipline ne va pas entacher d'irrégularité votre procédure et votre sanction. Et heureusement, parce que sinon, du coup, toutes les sanctions seraient régulièrement annulées sur ce fondement-là. Donc c'est un délai qui est prévu par le texte, mais qui n'a pas de conséquences en cas de non-respect. Ensuite, sur la composition du conseil de discipline, donc on a 2 règles importantes, le quorum et la parité. Donc, le conseil de discipline, c'est une émanation de vos CAP et de vos CSG pour les agents contractuels. Et lors de la séance du conseil de discipline, on doit avoir nécessairement parité entre les représentants de l'administration, les représentants du personnel. C'est obligatoire. Et donc, on a autant de représentants de l'administration que de représentants du personnel, plus le président qui est le magistrat, ce qui fait que dans tous les cas, on a un nombre impair de personnes qui votent, qui nous permet de dégager une majorité. On a également une règle de quorum. Donc le quorum, il correspond à, il faut regarder le nombre de représentants, par exemple, le nombre de représentants du personnel que vous avez dans votre instance, dans votre CAP, et donc c'est la moitié du nombre de représentants plus une voix qui fait le quorum. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première séance, eh bien, comme pour les autres réunions finalement des instances, on ne peut pas se prononcer ce jour-là, mais on convoque une nouvelle fois, et cette fois-ci, on se prononce, peu importe le nombre de membres présents. La question du report des séances du conseil de discipline. Donc ça, c'est prévu par le texte. Le décret nous indique que autant l'administration que l'agent ont la possibilité de demander une fois le report de la séance du conseil de discipline. Premier point, c'est un point qui est prévu par le décret. La demande de report, elle doit être, c'est le conseil de discipline qui doit se prononcer sur cette demande de report. Et ça, c'est important. Nous, on voit encore aujourd'hui parfois des hypothèses dans lesquelles la demande n'est pas présentée le jour J, par exemple par l'avocat ou le représentant syndical qui représente l'agent. Elle est présentée en amont et le président de lui-même va refuser, par exemple, de faire droit à la demande de report. Et puis le jour J, il va tenir la séance directement sans que le conseil de discipline se prononce sur la demande de report. Ça vicie la procédure. Donc c'est important que la demande de report, qu'elle soit présentée avant la séance ou le jour de la séance, c'est important de faire voter le conseil de discipline sur cette demande de report parce que le président n'a pas le pouvoir de lui-même de rejeter cette demande. Le report n'est pas un droit. On a de nombreuses jurisprudences là-dessus qui se prononcent de façon souvent unanime sur le fait de dire le report n'est pas un droit. L'agent
a connaissance en amont des faits qui lui sont reprochés, de la procédure. Il a la possibilité de faire des observations écrites. Il a la possibilité d'être assisté ou représenté au conseil de discipline. Donc en fait, le juge nous dit concrètement, l'agent, même s'il n'est pas présent physiquement, lui, le jour de la séance du conseil de discipline, il a des moyens d'assurer sa défense. Et du coup, dans la majorité des jurisprudences qu'on a sur ce sujet-là, le juge considère qu'un refus de report ne vicie pas la procédure. Moi, j'ai fait des recherches encore récemment sur un dossier. C'est très rare que le juge considère que la procédure a été viciée. J'ai trouvé une jurisprudence, mais qui est quand même assez isolée, qui était assez exceptionnelle. C'était justement un conseil de discipline organisé pendant la période de Covid. L'agent en question avait été informé qu'il n'était qu'à contact 2 jours avant la séance, donc impossibilité de se présenter à la séance. Et là, le juge a considéré que c'était assez exceptionnel, que c'était complètement indépendant de la volonté de l'agent, que c'était simplement 48 heures avant la séance et que ça ne lui permettait pas de se retourner, de faire des observations écrites, de préparer avec son représentant à la séance, et que ici, du coup, le refus opposé à la demande de report viciait la procédure et avait amené le juge à annuler la sanction. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que même pour un agent, par exemple, qui est malade, de façon classique, le juge considère que le refus de report ne méconnaît pas les droits de l'agent et du coup ne vicie pas la procédure. Sur le déroulé de la séance, donc ça, c'est des règles un peu classiques qui sont prévues par le texte. Donc la séance commence normalement par la lecture du rapport disciplinaire par le président ou le secrétaire de séance. Normalement, on lit le rapport en intégralité. Aujourd'hui, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les présidents trouvent qu'on doit être trop bavard dans nos rapports et en font une synthèse. Néanmoins, normalement, le texte nous prévoit une lecture exhaustive. Mais souvent, on a une synthèse du rapport qui est lu par le président. Et puis, si l'agent a fait des observations écrites, là, il n'y a pas vraiment d'obligation. Parfois, le président va les lire aussi. Parfois, il va faire vraiment une synthèse. Ou parfois, il ne va pas du tout les lire et il va laisser au représentant de l'agent ou à l'agent lui-même les exposer oralement. Mais en tout cas, ces éléments-là, rapport disciplinaire plus les observations écrites, sont normalement transmis à tous les membres du conseil de discipline avant la séance. Donc, ils en ont une connaissance. Chaque partie peut présenter oralement toutes les observations qu'il souhaite lors du conseil de discipline. Et puis, une fois qu'on a lu les rapports, que chacun a fait des observations, tous les membres du conseil de discipline, le président compris, peuvent poser, aussi bien à l'agent qu'à l'administration, toutes les questions qu'ils veulent. Donc, le conseil de discipline, finalement, se poursuit tant que quelqu'un a des questions à poser aux différentes parties. Et sur ce point-là, nous, quand on intervient, qu'on représente une collectivité au conseil de discipline, on insiste toujours finalement pour avoir quelqu'un de la collectivité avec nous et quelqu'un qui connaisse bien le dossier, parce qu'effectivement, les questions qu'on va nous poser au conseil de discipline, parfois on aura la réponse parce que la connaissance qu'on a du dossier nous permet de répondre. Parfois, ça va être des questions vraiment de contexte qui vont parfois porter sur la carrière de l'agent, sur des points sur lesquels on n'a pas forcément les réponses à apporter. Et du coup, c'est important qu'on ait des personnes de la collectivité qui soient avec nous pour voilà, répondre complètement aux questions qui sont posées lors du conseil de discipline. Ensuite, on a la question de l'audition des témoins. Je vais y revenir juste après parce qu'on va l'évoquer dans la slide suivante. Donc voilà, le texte prévoit la possibilité aussi bien pour l'administration que pour l'agent de faire citer des témoins. Donc, vous devez en informer au préalable le président du conseil de discipline, mais par contre, vous n'avez pas d'obligation en termes du texte. Donc, l'administration euh, qui veut faire témoigner une personne au conseil de discipline doit informer le président, mais il n'a pas d'obligation d'informer l'agent. De même, l'agent qui veut faire intervenir un témoin doit informer en amont le président, mais n'a pas à informer l'administration. Sauf que il y a un petit risque à ne pas informer en amont les uns et les autres, et notamment ne pas informer l'agent, parce que ce que nous dit la jurisprudence, c'est que oui, j'ai pas l'obligation d'informer l'agent, sauf que si l'agent le jour J n'est pas présent, il n'a pas fait de demande de report et le conseil de discipline se tient en son absence, ce qui n'est pas une irrégularité en soi, eh bien si je fais intervenir un témoin, moi, administration, et que je n'avais pas prévenu l'agent en amont, par contre là, ça vicie la procédure. Si l'agent vient au conseil de discipline et que je ne l'ai pas prévenu, c'est pas grave, il pourra interroger le témoin, il n'y a pas de difficulté. Mais s'il ne se présente pas à la réunion du conseil de discipline et qu'il ne savait pas qu'un témoin devait intervenir, là, ça vicie la procédure. Donc, du coup, la conséquence, c'est que le conseil, c'est de prévenir l'agent du fait qu'on va faire citer un témoin pour éviter toute problématique en cas d'absence de l'agent. Donc, le ou les témoins sont auditionnés donc, séparément. On fait intervenir les témoins les uns après les autres pendant le conseil de discipline. On va voir leur témoignage à l'oral et ensuite les parties, donc l'agent, l'administration et également les membres du conseil de discipline peuvent lui poser également toutes les questions qu'ils souhaitent. Une fois que le conseil de discipline en tant que tel est terminé, donc plus personne n'a de questions, les parties ont fait leurs dernières observations, les parties sortent de la salle du conseil de discipline et puis il y a une délibération qui se fait à huis clos par les membres du conseil de discipline. On évoque un petit peu le dossier et puis à un moment donné, on évoque le type de sanction qu'on pourrait retenir.
Et là, ce que nous prévoit le texte, c'est que le président va mettre aux voix la proposition de sanction la plus sévère qui aura été évoquée lors du conseil de discipline, enfin lors du délibéré. Donc souvent, ça correspond à la sanction qui est envisagée par l'administration, mais le texte ne nous dit pas que le président doit mettre aux voix la sanction proposée par la collectivité. Il pourrait, dans l'absolu, mettre aux voix une sanction plus sévère, et même rendre un avis donc, sur une sanction plus sévère. En pratique, on ne le voit jamais, mais ce n'est pas interdit par le texte. Et du coup, donc, il met aux voix la sanction la plus sévère qui a été évoquée lors du délibéré. S'il n'y a pas de majorité sur cette sanction-là, il va proposer une sanction moins sévère jusqu'à trouver une majorité sur une sanction proposée. Et puis parfois, ne pas trouver de majorité sur une sanction et finalement rendre un avis en considérant que les faits ne justifient pas de sanction. Soit qu'ils considèrent que les faits ne sont pas établis, soit qu'ils considèrent que les faits ne sont pas fautifs. Ça arrive également. Autre règle qui est prévue par le décret de 89, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, de son initiative, considérer à la majorité des membres présents toujours qu'il y a lieu de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision sur la procédure pénale. Donc ça, c'est une faculté qui est laissée au conseil de discipline, il n'y a pas d'obligation. Et le texte va ensuite nous préciser que quand le conseil de discipline fait usage de cette faculté, l'autorité territoriale, elle, a néanmoins la possibilité de contraindre le conseil à statuer sans attendre l'issue de la procédure pénale. Et dans ce cadre-là, il y a une nouvelle séance du conseil de discipline qui est faite, à l'issue de laquelle le conseil de discipline doit se prononcer, même si les poursuites pénales sont encore en cours. L'avis du conseil de discipline, donc, il doit être motivé et il est communiqué sans délai à l'agent. Donc concrètement, une fois qu'on s'est retiré, que le conseil de discipline a délibéré, on est invité, nous, collectivités et agents, à revenir dans la salle où le conseil de discipline a lieu. Oralement, le président rapidement donne le sens de l'avis rendu par le conseil de discipline. Et puis quelques jours après, on reçoit un procès-verbal rédigé par le président, là un peu plus détaillé, qui nous explique quels sont les faits qui ont été retenus, considérés comme fautifs, considérés comme établis, et quelle est la sanction qui est proposée par le conseil de discipline. Avant d'aller sur la prononcée de la sanction, je reviens sur le fait que c'est un simple avis. Donc, effectivement, ça ne lie pas l'administration. Par exemple, vous avez saisi le conseil de discipline sur une révocation, on vous donne un avis favorable simplement à une exclusion temporaire. Vous pouvez maintenir la révocation. Et aujourd'hui, on n'a plus de conseil de discipline de recours. Auparavant, un agent pouvait, pour certaines sanctions, une fois passé le conseil de discipline, saisir une instance supérieure qui était le conseil de discipline de recours, qui rendait elle aussi un avis qui, cette fois-ci, était contraignant pour l'administration. Aujourd'hui, on n'a plus cette étape-là. Donc, l'agent qui considère que la sanction est trop sévère n'aura qu'une seule voie, ce sera contester, enfin faire un recours gracieux ou contester directement la sanction devant le juge administratif. Donc, le prononcé de la sanction, donc en droit de la fonction publique, la règle, c'est que l'administration n'est pas libre de choisir la sanction qu'elle veut prononcer. Elle est tenue de respecter une échelle de sanctions, des groupes de sanctions qui sont prévus pour les fonctionnaires et les agents contractuels. Cette échelle de sanctions, donc, elle est fixée par les textes. Elle est un peu différente pour les fonctionnaires et les contractuels, donc il faut bien faire attention et aller vérifier en fonction du statut, du statut entre guillemets de l'agent, pour voir quelles sont les sanctions qui peuvent être appliquées. La sanction qui est prononcée, elle ne peut pas être plus sévère que celle que vous aviez soumise à l'avis du conseil de discipline. Vous n'êtes pas tenu de suivre l'avis du conseil de discipline. Par contre, vous ne pouvez pas s'en prendre une sanction plus sévère que celle que vous aviez annoncé vouloir prendre au moment de la saisine du conseil de discipline. La sanction peut, quand c'est une extension d'exclusion temporaire de fonction, elle peut faire l'objet d'un sursis total ou partiel. Donc pour les fonctionnaires, l'échelle de sanctions, elle est constituée de 4 groupes de sanctions, de la moins sévère à la plus sévère. Le premier groupe, vous avez l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours. Donc l'exclusion temporaire de fonction, ça implique sans rémunération, c'est perte sèche pour l'agent. Le deuxième groupe, c'est la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur ou de celui détenu par le fonctionnaire, ou une exclusion temporaire de fonction comprise entre 4 et 15 jours. Et ensuite, vous avez donc le troisième groupe qui est la rétrogradation au grade immédiatement inférieur, l'exclusion temporaire de fonction qui peut être de 16 jours à 2 ans. Et ensuite, le quatrième groupe, c'est soit la mise à la retraite d'office, soit la révocation. Attention, du coup, ça veut dire que vous êtes soit sur une sanction de moins de 2 ans ou égale à 2 ans, soit vous êtes sur une révocation. Il n'y a pas de possibilité, par exemple, d'avoir une exclusion temporaire de 3 ans, 2 ans et demi, puisqu'elle n'est pas prévue par les textes.
pour donc les fonctionnaires, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir, en matière d'exclusion temporaire de fonction, prévoir un sursis total ou partiel. Ça veut dire que vous allez prononcer une exclusion temporaire de fonction d'une certaine durée, mais en fait, l'agent ne va effectuer qu'une durée inférieure à celle initialement prononcée. Et ce n'est que s'il commet d'autres fautes, de nouvelles fautes, que dans ce cas-là, on va appliquer la sanction dans son intégralité pour la durée totale pour laquelle elle avait été initialement prononcée. Avec la petite précision que normalement, pour donc, les sanctions du troisième groupe, on ne peut pas descendre en dessous d'un mois effectivement d'exclusion. Donc pour l'application du sursis, le sursis, donc le fait que vous allez être dispensé de réaliser l'intégralité de l'exclusion pendant la période, va tomber dès lors qu'au cours des 5 ans qui vont suivre la sanction, vous allez faire l'objet d'une nouvelle sanction. Et si on est sur une exclusion temporaire du premier groupe, là, on n'aura pas un délai de 5 ans, mais un délai de 3 ans. Et donc, le sursis, il est révoqué dès lors qu'on est sur une exclusion temporaire de fonction de 3 jours ou une sanction du deuxième ou du troisième groupe. Pour les contractuels, donc, on va avoir des sanctions qui sont un peu différentes, qui sont liées au statut, quasi-statut de l'agent contractuel. Donc, on retrouve l'avertissement, on retrouve le blâme, on retrouve l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours. Et puis ensuite, on a 2 autres sanctions qui sont possibles. C'est donc pour les agents qui sont recrutés à durée déterminée, on va avoir une exclusion temporaire de fonction qui va pouvoir aller de 4 jours à 6 mois maximum. Et pour les agents qui sont recrutés à durée indéterminée, on aura une exclusion temporaire qui pourra être prononcée pour une durée de 4 jours à 1 an maximum. Au-dessus de ces exclusions temporaires de fonction, on passe directement sur le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Et à nouveau, pour les contractuels, on va aussi avoir possibilité de mettre en place un sursis dans le cadre de l'exclusion temporaire de fonction, mais uniquement lorsqu'on a un agent qui est recruté en CDI. Et à nouveau, le sursis va tomber en fonction dans un délai de 5 ans ou de 3 ans, en fonction de la durée de l'exclusion temporaire de fonction. Donc, tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que vous n'avez pas le choix de la sanction. Alors, avec la petite précision que vous n'avez pas le choix dans le type de sanction que vous allez prononcer. Ensuite, c'est vous qui, en tant qu'administration, être le seul juge de la gravité de la sanction que vous allez prononcer au regard de la gravité des faits qui sont reprochés. Vous avez saisi un conseil de discipline, il vous a donné un avis, mais cet avis ne vous lie pas et c'est à vous, à l'issue de la procédure disciplinaire, de faire votre choix sur la sanction que vous allez prononcer au regard d'un certain nombre de critères. Le critère principal, c'est d'ailleurs d'identifier, le travail que vous avez fait en amont, c'était la nature de la sanction, de la faute reprochée, la nature des faits, la gravité des faits. Ensuite, le comportement général de l'agent va aussi vous permettre de déterminer quelle sanction va être la plus adaptée, la plus proportionnée au contexte. Si vous êtes sur un agent qui a déjà fait l'objet de nombreuses sanctions et qui ne comprend toujours pas quelles sont les obligations qui s'imposent à lui en tant qu'agent public, vous allez nécessairement vouloir marquer le coup un peu plus fort que les fois précédentes. En revanche, si vous êtes sur un agent qui n'a jamais fait parler de lui, qui a une belle carrière derrière lui et qui a juste au cours d'un événement particulier eu un comportement fautif, vous n'allez pas forcément avoir la même appréciation. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, en tout début d'intervention, on vous disait que ça pouvait être intéressant aussi d'évoquer dans le rapport de saisine du Conseil des disciplines des faits fautifs, mais qui sont prescrits, parce que ces éléments-là sont aussi des éléments que vous allez pouvoir prendre en compte dans le choix de votre sanction. Donc à travers le comportement général, il y a effectivement le passé disciplinaire de l'agent. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à les démarches que vous avez accomplies avant d'en arriver là à la procédure disciplinaire. Des fois, avant d'en arriver à la procédure disciplinaire, on a reçu l'agent à plusieurs reprises, on l'a recadré, on a fait des notes d'information, des réunions de service, des formations, on l'a accompagné individuellement ou collectivement et on arrive quand même à la sanction. Des fois, on n'a rien fait, mais donc du coup, ces différentes alertes, ces recadrages qu'on aura effectués dans le cadre de l'entretien professionnel annuel vont permettre aussi de prendre en compte la sanction qui va paraître la plus proportionnée. Et puis, il y a aussi la question des fonctions et des responsabilités. Vous allez forcément être
en principe, normalement, plus indulgent à l'égard d'un agent qui a peu de responsabilités et qui n'a pas nécessairement la bonne connaissance des conséquences de ses actes, alors qu'avec un agent qui est responsable de service, chef de service, directeur de service, vous allez, avec des responsabilités et des obligations nécessairement un peu supérieures à celles d'un agent lambda, vous allez nécessairement avoir une vision un peu plus sévère de la situation et vouloir un peu plus prononcer une sanction, en tout cas plus sévère. Et puis ensuite, il y a la question aussi des conséquences des agissements sur l'extérieur, sur à la fois le service, les collègues de travail, les agents, les subordonnés, les élus, et puis de manière plus générale, l'image de la collectivité en fonction de la publicité qu'ont vont pouvoir avoir les fautes qui sont reprochées, et puis la gravité du comportement. On n'a pas nécessairement la même approche selon qu'il y a eu des victimes, selon qu'il y a eu une médiatisation des fautes et des événements qui ont conduit à la procédure disciplinaire. Ensuite, avant-dernière étape, c'est la rédaction de la sanction. Donc, une fois que vous avez fait tout ce travail, que vous avez mené votre procédure, que vous avez décidé quelle sanction vous allez prendre, il va falloir avoir un soin particulier sur la rédaction de la sanction, puisque c'est la décision qui va être contestée, qui va pouvoir être contestée derrière par l'agent. Et dans le cadre de cette contestation, l'agent va pouvoir notamment revenir sur la question de la motivation. Donc, il faut vraiment avoir une attention particulière sur la motivation, que ce soit en droit et en fait, sur la sanction que vous allez avoir prononcée. Ce n'est pas parce que vous avez une grosse procédure préalable où l'agent a été informé par un courrier des faits reprochés, des sanctions envisagées, de son droit à l'information, qu'ensuite vous avez saisi un conseil de discipline avec un rapport très exhaustif, très complet, avec plein de pièces, que ça vous dédouane de l'obligation derrière de motiver en droit et en fait la sanction. Malgré toutes ces démarches au cours desquelles l'agent a vraiment été informé de ses droits, qu'il n'y a pas de débat sur est-ce qu'il savait vraiment ce qu'on lui reprochait, est-ce qu'il a pu prendre utilement se défendre, vous avez l'obligation derrière d'être le plus exhaustif possible dans la sanction. Alors bien sûr, quand on a un rapport qui fait 5, 10, 15, 20, 40 pages, on ne peut pas reprendre tous les faits qui sont reprochés. Par contre, il faut être en mesure de faire un résumé suffisamment détaillé pour qu'à la lecture de la sanction, on puisse identifier, si ce n'est pas les dates et lieux, au moins les types de fautes qui sont reprochées, au regard notamment des obligations du fonctionnaire, mais avec aussi suffisamment d'éléments circonstanciés pour qu'il n'y ait pas de débat sur vraiment les faits qui constituent la sanction. D'autant plus que des fois, vous allez avoir dans le courrier d'information de l'agent et dans le rapport de saisine du conseil de discipline des fautes que vous allez invoquer, que vous n'allez pas nécessairement reprendre en fonction de l'avis du conseil de discipline. Parce que au cours du débat, au cours de la séance du conseil de discipline ou en amont, l'agent a fait valoir des éléments qui vous permettent de considérer qu'effectivement, on lui reproche quelque chose dont il n'est peut-être pas à l'initiative ou qui n'est peut-être pas fautif ou sur lesquels on se dit on n'a pas suffisamment d'éléments. On ne va pas fragiliser notre dossier, donc on va vraiment se concentrer sur des éléments qui sont vraiment prouvés, démontrés et sur lesquels on n'a pas de doute. Donc c'est aussi important de bien motiver la sanction parce que des fois on ne reprend pas tout ce qu'on avait invoqué au stade de la procédure disciplinaire. Il faut effectivement viser les dispositions législatives et réglementaires sur la base desquelles on sanctionne. Après, un visa du Code général de la fonction publique et un ou deux décrets, c'est bien largement suffisant. Et puis finalement, le visa, le juge administratif là-dessus, il a plusieurs fois reconnu que le fait qu'il y a des mentions erronées ou incomplètes dans les visas, ça n'entache pas d'illégalité la sanction, dès lors que vous avez suffisamment motivé en droit et en fait votre sanction. La description précise des faits reprochés, je reviens sur ce que j'avais dit donc, tout à l'heure sur la motivation en droit et en fait, suffisamment précise, même si ça ne peut pas tout reprendre, faut vraiment être attentif là-dessus. La mention des voies et délais de recours, puisque c'est important, puisque c'est ça qui va permettre de déclencher les délais de recours de 2 mois et derrière de pouvoir purger en fait le délai de recours, éviter qu'on ait le risque pendant 1 an que l'agent puisse venir contester. Ensuite, faire signer la sanction par l'autorité territoriale ou la personne qui a reçu délégation. Mais à nouveau, si ce n'est pas le maire ou le président de la structure intercommunale qui signe, bien veiller à ce que vous ayez reçu délégation pour tout ce qui est prononcé de sanction. Parce que des fois, on a des délégations qui sont très très précises et qui du coup ne visent pas le prononcé des sanctions ou qui sont très très larges et avec des formulations qui ne permettent pas de s'assurer qu'on a vraiment pleinement compétence pour signer à la place de l'autorité territoriale.
Et ensuite, la sanction doit être notifiée à l'agent. Donc, à nouveau, comme pour le courrier d'information, l'important, c'est que la collectivité soit en mesure de déterminer et de prouver la date à laquelle elle a notifié la sanction à l'agent, que ce soit par lettre recommandée, par remise en main propre ou par tout autre moyen de preuve. Il n'y a pas d'exigence particulière sur le mode de notification, mais c'est seulement qu'après, la preuve de la notification que vous allez pouvoir avoir en fonction du mode de preuve que vous allez utiliser, va vous permettre de dire je sais qu'à partir de telle date, je n'ai plus de recours possible et je vais pouvoir opposer l'irrecevabilité de la requête si jamais on a un recours qui est tardif. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous prémunir et puis éviter que du coup il y a un débat inutile sur la recevabilité et du coup des fois il y a les agents qui laissent passer les délais et derrière du coup ça permet de vous en sortir sur une sanction et d'éviter un débat trop long sur les procédures. Et la sanction, bien évidemment, est immédiatement exécutoire. Sauf si, dans certains cas, on voit des collectivités qui font décaler la date de prise d'effet de la sanction, parce qu'en fonction des nécessités de service, on a quand même besoin de l'agent pendant 15 jours, 3 semaines, donc on attend. Voilà. Mais en principe, elle est exécutoire, sauf si vous avez prévu un délai particulier. Et puis sur ce point-là, il y a eu une évolution récemment, ça date d'un an en arrière, sur la situation des agents qui sont en arrêt maladie au moment où je prononce la sanction. Depuis longtemps, le juge nous avait dit que si je révoque mon agent, la décision est applicable immédiatement, même si l'agent est en maladie. Et puis jusqu'à il y a encore un an en arrière, pour les décisions d'exclusion temporaire de fonction, par contre, il fallait attendre la fin du congé maladie. Du coup, là, le Conseil d'État s'est aligné sur la jurisprudence révocation, entre guillemets. Et maintenant, même si vous avez un agent qui est en maladie et que vous prononcez une sanction d'exclusion temporaire de fonction, eh bien, elle peut être applicable immédiatement. Après, nous, on se pose beaucoup la question en ce moment dans nos dossiers sur oui, j'applique immédiatement ces sanctions, mais pour autant, est-ce que l'agent a le droit à versement d'indemnité journalière ou une prise en charge financière quand même du fait qu'il est en arrêt maladie? Nous, on considère qu'il n'a plus le droit au maintien de ses rémunérations à plein traitement ou demi-traitement du fait de la sanction, mais par contre, notre position, c'est de dire que pour autant, il y a quand même le droit au versement de quelque chose qui ressemble à une indemnité journalière, et on n'a à ce jour pas trouvé de jurisprudence qui nous apporte des précisions vraiment là-dessus, pour savoir vraiment quelles sont vos obligations, est-ce que vous devez indemniser, comment vous devez indemniser l'agent sur ces périodes-là. La dernière. Et ensuite, il y a la question de l'inscription de la sanction dans le dossier de l'agent. Donc, le principe, c'est que seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonction sont inscrites au dossier de l'agent et ils sont automatiquement effacés au bout de 3 ans s'il n'y a aucune sanction qui est intervenue. Pour les sanctions des deuxième et troisième groupes, elles sont inscrites au dossier. Et au bout de 10 ans, après 10 ans de service effectif, l'agent peut demander à ce que ces sanctions soient supprimées de son dossier. Et après, l'administration apprécie au cas par cas. Et elle peut s'opposer à la demande si on a une sanction qui est intervenue au cours de la période de 10 ans. Les mêmes règles, du coup, s'appliquent aussi pour les agents. Alors, on a terminé sur la présentation. Donc, comme on vous l'a dit maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour les personnes qui sont à distance, on a déjà quelques questions, visiblement, qui nous ont été posées. On va répondre à quelques questions qui nous ont été posées à l'écrit, peut-être, avant de voir si on a des questions aussi là dans la salle. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer à l'oral, qui sont en distanciel, vous nous alerterez. Donc, c'était Madame Casagrande qui a demandé si une lettre erreur est faite et que l'agent ne la récupère pas et qu'on lui notifie ensuite en main propre la sanction, la notification. Alors, c'était pour le courrier d'information de l'agent, mais ça marche également pour la sanction. Quelle est la date de retenir pour la notification? Pour moi, la date, ce sera la date de remise du pli. En fait, juridiquement, on pourra se prévaloir du fait qu'il a été, par exemple, le facteur vient à son domicile le 1er décembre. 15 jours après, il n'a toujours pas retiré le pli à la poste, le pli revient à la collectivité. Pour moi, juridiquement, on pourra considérer qu'il a été informé le 1er décembre. Après, si le 20 décembre, on décide de lui faire un mail ou un nouveau courrier, ça va être plus simple, ça va être plus parce qu'on se dit quand même qu'on veut que l'agent soit vraiment informé pour qu'il puisse se défendre, mais juridiquement, il sera considéré comme en ayant eu connaissance le 1er décembre. C'est pas comme, alors je fais un parallèle par rapport à la question, ça me fait penser à ça, c'est pas comme quand on a une décision implicite de rejet d'une demande, qu'ensuite on prend une décision explicite où on dit le délai de recours du coup part à compter de la décision explicite, c'est pas du tout la même logique. Ici, pour moi, l'agent est réputé avoir connaissance à la remise du pli de la convocation, de l'engagement de la procédure. Il y avait une question avant, juste. Non, c'était. En fait, Madame Casagrande a posé 2 fois la même question, je pense. Ensuite, la question, c'est pour jour un délai maximal à respecter ou préconiser pour organiser un conseil de discipline.
Ben, c'est le délai de 15 jours qu'on a évoqué. Il faut à minima un 15 jours entre le moment où l'agent est informé de l'engagement de la procédure et le moment où se tient la séance du conseil de Mais discipline. là, c'est maximal. Du coup, je pense que la question, c'est plus Ah, dans maximal. l'autre sens. Bah, ça, c'est ce qu'on a dit. Pour nous, il n'y a pas de. Le texte prévoit ce fameux délai de 2 mois ou d'un mois entre le moment où on saisit le conseil de discipline et où on se réunit. Mais il n'y a pas de sanction en respect de ce délai-là. Du coup, à mon sens, il n'y a pas de délai maximal. Le seul délai qu'on voit vraiment qui est prévu dans les textes, c'est le délai de 3 ans qui est contraignant, mais c'est le délai qui court à compter enfin, du coup, qui est interrompu par l'engagement de la procédure. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas traîner, dire à l'agent on engage la procédure et puis toujours pas avoir saisi le conseil de discipline 6 mois après, parce que en fait, c'est plus une question vis-à-vis d'un juge. Si derrière vous prenez une sanction de révocation, mais que vous avez mis 1 an à vraiment formaliser la procédure et saisir le conseil, bah, vous n'êtes pas trop cohérent vis-à-vis d'un juge de dire à l'agent il ne devait plus être chez moi, je devais le révoquer parce que la sanction est très grave, alors que vous avez mis tout ce temps-là. Mais c'est pas pour moi une question de procédure et de respect de la procédure. C'est plus de cohérence et de pouvoir ensuite justifier de ses choix et de sa sanction. Ensuite, il y a la question de Madame Lérich. En l'absence de quorum, la convocation sans condition de quorum doit-elle respecter un certain délai? Alors, le C'est texte, comme ça renvoie au délai de 15 jours, il me semble. en fait, le texte, il prévoit juste que lorsque le quorum n'est pas atteint, on a une nouvelle convocation qui est envoyée dans le délai de 8 jours. Ah, mais- On a une convocation envoyée dans le délai de 8 jours et après, on a une commission qui siège sans condition de quorum. L'idée, c'est quand même toujours de veiller. Enfin, je pense qu'il faut quand même respecter un certain délai pour qu'on soit sûr que enfin, même si on n'a plus de quorum à respecter, si on n'a qu'une seule personne, ça risque d'être compliqué quand même de tenir un conseil de discipline. Moi, je pense qu'on renvoie la convocation dans le délai de 8 jours, mais par Oui. contre, le conseil de discipline peut se tenir 3 semaines encore après. Ouais, oui. Les 8 jours, c'est pour renvoyer Envoyer la la convocation. convocation, oui, c'est ça. Dans le cas d'une exclusion temporaire de fonction longue, 2 ans par exemple, l'agent est-il toujours soumis aux règles encadrant le cumul d'activités? Étant donné qu'il n'est plus rémunéré, il faut qu'il travaille autre part pour gagner sa vie. Alors, sur cette question-là, il y a une distinction de régime entre la suspension et l'exclusion. On a vu régulièrement ça dans des dossiers. Un agent qui est suspendu n'est plus soumis à l'interdiction de cumul. Donc ça veut dire que s'il veut avoir une activité ailleurs, il n'a plus à demander l'autorisation de la collectivité. Par contre, s'il veut travailler dans le privé, on a les questions quand même de conflit d'intérêt à vérifier. Pour l'exclusion temporaire de fonction, je crois qu'il est toujours soumis aux interdictions et que du coup, il faut qu'il passe par, qu'il sollicite les autorisations auprès de l'administration, qu'il fasse la déclaration. Il me semble que c'est ça la distinction. Quand il est suspendu, il n'y a plus le régime de non-cumul, mais quand il est exclu, on retourne sur le régime quand même. Et en tout cas, l'agent reste sur ces périodes-là toujours soumis à ses obligations d'agent public. Donc s'il manque à son devoir de réserve ou si il commet une faute qui caractérise un manquement à ses obligations générales, autres que celle du cumul, il reste, garde son statut de fonctionnaire et il peut être poursuivi aussi. Il y a Bégin qui avait posé une question. Combien de temps doit-on garder dans le dossier de l'agent là où les sanctions du premier groupe? 3 ans, on l'a vu. Madame Danneux, concernant la consultation du dossier, le fait qu'un tiers puisse être mandaté pour consulter le dossier de l'agent ne contreviendrait-il pas à l'article 137-4 du CGFP? Un écrit de l'agent est-il nécessaire pour permettre ce tiers de consulter son dossier? Alors oui, pour moi, il faut absolument qu'on ait un courrier de l'agent qui mandate la personne. Le cas échéant, si ce n'est pas un avocat, même on peut exiger la carte d'identité, bien s'assurer. On peut même appeler l'agent pour avoir confirmation qu'il a bien mandaté telle personne pour avoir accès. Et par contre, je vais vérifier c'est quoi l'article. Ah oui, l'article. En fait, dès lors que le texte prévoit l'autorisation de mandater quelqu'un d'autre, il n'y a pas de contradiction avec les dispositions sur lesquelles c'est l'agent qui doit avoir accès à son dossier. Par contre, effectivement, vous, en tant que collectivité, vous avez l'obligation de vous assurer que la personne a bien été mandatée. Oui, qu'elle vienne avec un courrier de l'agent signé par l'agent qui l'autorise à prendre consultation du dossier. Mais ça, il n'y a pas de débat sur le fait que ce n'est pas forcément l'agent en personne. Il peut être mandaté, ça c'est bien jugé, il n'y a pas de souci. Avant de continuer, peut-être, est-ce que vous avez des questions sur place? Moi, juste une petite remarque sur les témoignages anonymes qui doivent être précis et circonstanciés. L'anonymat est-il vraiment... Ça dépend des dossiers finalement. Effectivement, ce qu'on nous oppose souvent, c'est que même en anonymisant les témoignages, parfois l'agent va savoir qui a témoigné. C'est vrai que ça dépend des dossiers. Soit c'est des comportements qui pourraient avoir été constatés par plein de collègues, et à ce moment-là, l'anonymisation permet
Parfois, si c'est qu'une personne qui a été témoin, effectivement, l'anonymisation n'est pas suffisante pour couvrir. Et puisque les faits doivent être précis, je suppose qu'il y a certains éléments Oui, bien sûr. cités qui pourront permettre de reconnaître qui, quoi. Bien sûr. Bah, après, du coup, la question se pose de savoir, alors si c'est des éléments qu'on a recueillis dans le cadre d'une enquête, de savoir si du coup, carrément, le PV d'audition en tant que tel, on décide de ne pas le transmettre, l'étape supérieure. Mais c'est vrai que moi, je suis assez frileuse là-dessus parce qu'en jurisprudence, aujourd'hui, le juge n'a quasiment jamais admis la possibilité de refuser purement et simplement de transmettre un PV d'audition. Et après, la question, c'est aussi ce qu'il y a, c'est que si vous avez un rapport, enfin un compte-rendu d'audition anonyme avec des faits qui sont évoqués, plein de faits qui sont évoqués, mais jamais vraiment de circonstances précises, de date, de lieu, oui, c'est arrivé. Oui, si c'est trop général. C'est trop général, l'agent derrière, la personne qui est mise en cause ne peut pas se défendre. Et puis même nous, en tant qu'autorité territoriale, collectivité qui menons la procédure, on n'est pas certain que ces faits se soient vraiment produits. À quelle date? Est-ce que c'était il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Il y a une question de prescription, là, une question de réalité, matérialité. Donc c'est vrai que voilà, il faut aussi pouvoir arriver à jauger pour pouvoir être sûr que derrière, on puisse établir les faits, en fait. Si on n'a pas d'autres éléments qui viennent coïncider avec ce qui est dit en audition par la personne qui, en plus, du coup, sera annoncée comme anonyme. Parfois, ce sont des tiers auditionnés qui demandent aussi communication du rapport rendu dans le cadre de l'enquête administrative. Donc là, après, on est quand même obligé d'anonymiser certaines mentions, notamment quand il y a un jugement de valeur qui est porté sur des personnes. Bien sûr, il ne faut pas communiquer le rapport. C'est pas évident de savoir. L'appréciation sur la manière de servir au comportement. Mais ça, c'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un équilibre entre les droits de la défense et la protection des témoins. Et parfois, même si on anonymise, on sait en réalité que la personne, on l'identifie en lisant le témoignage. Mais est-ce qu'on peut aller du coup jusqu'à ne pas communiquer le témoignage et mettre en péril les droits de la défense? Bah là, le juge, il regarde au cas par cas. Est-ce que les droits de la défense sont trop atteints par la non-communication du témoignage? Et si c'est le cas, bah, ça peut vicier la procédure. Donc c'est vraiment une appréciation dans chaque situation. C'est le juge qui va apprécier si on peut. In fine, quand la sanction sera contestée, c'est le juge qui va apprécier si le fait de ne pas avoir communiqué vicie ou non la sanction qu'on a prononcée. C'est vraiment effectivement au cas par cas à apprécier, voire mesurer le risque à refuser de communiquer un témoignage. Après, c'est la question, c'est est-ce qu'on aura d'autres témoignages qui vont établir les mêmes faits et du coup, ça pose pas de difficulté, ou si on n'en a pas d'autres, bah, soit on prend le risque de communiquer en sachant que l'agent poursuivi va comprendre qui a témoigné contre lui, soit on prend le risque de ne pas produire et de vicier la procédure. Enfin, c'est vraiment, heureusement, il n'y a pas de solution idéale. Des cas de harcèlement, des choses Bien comme sûr. ça. Parfois, c'est qu'une personne qui est concernée. Mmh. Donc, on comprend qu'elle puisse Oui. vouloir l'anonymat, mais en même temps, ce sera son seul témoignage. Donc, Ouais. Bah, du coup, si on ne produit pas, aussi bien devant le conseil de discipline que devant un juge, c'est compliqué d'avoir de démontrer la matérialité. Hein. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai eu le cas d'une collectivité, une région qui avait un protocole sur les enquêtes établies, diligentées dans le cadre de suspicion de harcèlement, où elle avait prévu l'anonymisation de tous les témoignages. Et c'était avant que les jurisprudences effectivement sortent sur l'obligation de communiquer les PV d'audition. Donc nous, on avait fait valoir le fait que c'était pour protéger les témoins et qu'en plus on s'était engagé dans le cadre de ce protocole. Mais le juge, le fait qu'on ait fait un protocole dans lequel on s'engage à garder anonyme les témoignages, lui, c'est pas ça qui va modifier son appréciation. Et on a eu une annulation des différentes procédures dans ces dossiers-là. Est-ce que c'est aux agents de nous dire qu'ils souhaitent que leur témoignage soit Alors, anonymisé, ça, c'est la ou est-ce qu'on réponse. doit nous demander leur autorisation avant de produire des documents, avant de les verser? Pour l'anonymisation, voilà, la préconisation, c'est qu'on ait une demande des agents qui demandent justement à avoir leur témoignage anonymisé en se prévalant du fait que pour eux, alors ça dépend. L'exemple que j'ai appris tout à l'heure pour les mineurs, bon, d'office, l'administration, pour protéger des élèves, par exemple des lycéens, va anonymiser, c'est évident. Mais dans d'autres situations, moi je pense que la préconisation, effectivement, si on considère que ça peut porter atteinte, porter préjudice aux témoins de ne pas avoir leur témoignage anonymisé, il faut qu'on ait un courrier de leur part. On pourrait éventuellement, le cas échéant, produire dans le cadre d'un contentieux au juge, sur demande du juge, pour démontrer qu'on l'avait fait sur demande de l'agent. Je pense que c'est bien d'avoir cette précaution-là. Et pareil, quand vous menez l'enquête, par contre, bien faire attention, si les agents vous posent la question, pas vous engager sur une anonymisation. Donc, c'est nous qui faisons l'enquête, c'est vrai qu'on prévoit toujours au tout début, on explique bien le cadre de l'enquête et on explique bien que, attention, aujourd'hui, il parle.
mais on ne peut pas leur garantir l'anonymisation parce que potentiellement, si ce qu'ils disent peut permettre d'engager des poursuites, bah, potentiellement, l'agent qui est mis en cause aura accès à ce témoignage. En revanche, moi, je considère que les personnes qui ne sont pas mises en cause, à la contre desquelles on ne va pas engager des poursuites derrière, n'auront pas accès forcément aux auditions de telle ou telle personne. Ils auront accès à leur propre audition, mais ils n'ont pas vocation à avoir accès aux auditions des autres personnes qui ne les mettent pas en cause, en tout cas en compte desquelles on ne va pas engager de procédure disciplinaire. Ce lever d'anonymisation, il se fait à quel moment? Parce que si on envoie le rapport avec le PV d'audition, où il y aura effectivement des témoignages anonymes, mais susceptibles d'être à moins de... Enfin, le PV d'audition, il doit être précis jusqu'à quel point, en fait? Parce que si on s'aperçoit qu'il y a des faits qui sont révélés et qui peuvent permettre d'identifier la personne, est-ce qu'on peut être moins précis dans le PV ou il faut vraiment déjà à ce niveau-là être très circonstancié? Le PV d'audition, il est censé relater les échanges que vous avez eus avec le témoin. Après, la seule marge de manœuvre que vous avez, c'est de se dire on anonymise ce PV avant de le transmettre à l'agent poursuivi parce qu'on considère qu'il y a un risque de ne pas l'anonymiser, mais ce sera la seule marge de manœuvre que vous aurez. Vous enlevez juste le nom, vous n'enlevez pas en tout cas les éléments ou les circonstances. Si par exemple on vous parle d'un fait où ils étaient deux, vous n'enlevez pas l'événement dont on vous parle. L'agent qui a demandé l'anonymisation et qui parle de cet événement et qui sait qu'il était tout seul avec la personne mise en cause, bah, il sait que potentiellement on saura de qui on parle. Donc on est deux ou trois. En fait, anonymiser, c'est vraiment enlever le nom, c'est-à-dire, c'est pas enlever par contre les parties qui nous servent à permettre d'identifier la personne. C'est vraiment enlever les informations nominatives. La seule hypothèse où on a eu mais c'est d'autres situations. Moi, j'ai eu un dossier où on a dû faire des procédures contre 4 agents et on avait du coup fait une enquête où les personnes avaient évoqué des difficultés avec ces 4 agents-là. Bah, on a dû prendre PV par PV à chaque fois pour le transmettre à Madame X. On a enlevé tous les faits qui concernaient Madame Y, Z, etc. et inversement. Donc effectivement, on ne va pas transmettre des PV d'audition à une personne poursuivie qui parle, qui met en cause des agissements d'une autre personne. Mais par contre, les agissements qui la concernent, elle, ils doivent rester apparents dans le PV d'audition qu'on lui transmet. Sinon, elle ne peut pas se défendre. Exactement. Surtout si après on s'en sert contre la... Non, mais je pensais pour essayer de quand même, puisque les faits peuvent révéler l'identité, faire un PV partiel et en avoir un plus complet pour... Alors, Bah, non, pour moi. c'est ça que nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'avoir les comptes rendus d'audition, un rapport qui fait un résumé condensé. Et après, parce que notamment, bah, quand vous faites un rapport, après, il va un peu tourner dans la collectivité, même s'il y a une obligation de confidentialité. En service en interne, vous ne communiquez que le rapport, vous ne communiquez pas les auditions. Les auditions restent accès à des personnes très limitées. Et puis ensuite, après, en fait, c'est ce rapport-là qui va faire un condensé. Par contre, l'agent qui sera mis en cause aura normalement vocation à avoir accès à ces PV d'audition. Non, il n'y a pas d'autres questions. Toutes les questions ont été posées. Après, c'était la question de savoir sur le support, mais oui, le support va vous être envoyé. Et en plus, il y a l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Répondu aux questions. Merci. Très bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions par hasard qui vous viennent vraiment en lien avec ce qu'on a présenté ici, n'hésitez pas à nous recontacter suite à la matinale d'aujourd'hui. Et on va essayer de voir. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on traite dans de prochaines séances. On avait fait alors une séance en début d'année sur les maladies professionnelles et les accidents de service. C'est une thématique aussi qui est très courante au sein de vos services et des dossiers que vous avez à traiter. S'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. On est ouverte à toute proposition et puis on fera certainement une autre matinale en début d'année prochaine. Donc voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci de votre participation. Et puis à très bientôt.